La Syrie que nous avons connue avant la guerre était un pays très paisible et où il faisait bon vivre. Monsieur Nabil Antaki, vous vivez à Alep. Vous êtes médecin à l'hôpital Saint-Louis. Depuis 2012, on nous parle de la bataille d'Alep. Qu'est-ce que cela représente pour vous, la bataille d'Alep? Comme vous l'avez dit, avant mars 2011, la Syrie était un pays très stable, sûr, prospère, laïque, où les gens étaient contents. Il y avait une prospérité qui ne profitait pas qu'aux riches, tout le monde en profitait. Et puis tous les étrangers qui venaient visiter la Syrie tombaient sous le charme de la Syrie et des Syriens et revenaient. Donc c'était un pays très agréable à vivre. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette guerre-là qui a commencé en mars 2011. Et puisqu'on parle d'Alep, qui s'est propagée à Alep en juillet 2012. Alors en juillet 2012, subitement, du jour au lendemain, les rebelles ont envahi certains quartiers d'Alep. Et depuis ce temps-là, il y a Alep-Est. Alep a été divisé en deux parties. Et une partie qui est à Alep-Est est aux mains des rebelles. Cette partie-là représente à peu près le quart de la superficie d'Alep et compte actuellement 300 000 habitants. Il y a d'autre part la Alep-Ouest, c'est-à-dire la majeure partie d'Alep, c'est la ville d'Alep, qui compte 1,5 million d'habitants actuellement, avec le trois quarts de la superficie d'Alep. Alors voilà, maintenant Alep est divisé comme du temps de Berlin, Est et Ouest, alors que c'était une seule ville. Et les habitants d'Alep qui sont à l'Est sont des Alepins comme les autres, et des Syriens comme les autres, mais ils subissent la guerre. Alors la partie ouest est sous le contrôle de l'État syrien et la partie est est sous le contrôle des groupes armés terroristes, dont Al-Nusra. Et alors depuis juillet 2012 jusqu'à maintenant, la vie à Alep est excessivement difficile et dangereuse parce que tous les jours, les rebelles, les groupes armés, Al-Nusra, les terroristes, nous envoient des obus, des mortiers, des bombes sur Alep Ouest. Donc tous les jours, il y a des morts et des blessés et des tués. Et ceci n'est pas rapporté dans les médias occidentaux, parce que quand en Occident on parle d'Alep, c'est toujours Alep-Est. Quand on a dit là récemment que le dernier pédiatre d'Alep est mort, c'est peut-être le dernier, peut-être, je ne sais pas, le dernier pédiatre d'Alep-Est, mais à Alep-Ouest, il y a encore des hôpitaux et des médecins qui travaillent, et les hôpitaux sont bombardés comme là-bas, mais personne ne rapporte rien dans les médias occidentaux. Alors la vie non seulement est dangereuse, mais elle est très difficile, parce qu'on n'a pas d'eau depuis 3 ans, parce que l'eau arrive de l'Euphrate jusqu'au bassin où elle est traitée, mais il faut pomper l'eau dans les canalisations, et puis les stations de pompage sont aux mains des rebelles, et ils arrêtent l'eau, ils l'utilisent comme arme. Au début c'était pour 3 jours, ensuite pour 1 semaine, et là récemment ça fait peut-être plus d'1 an où il n'y a pas d'eau. C'est la même chose. Les centrales électriques sont du côté des rebelles et puis ils coupent l'électricité. Et donc au début on était obligé d'utiliser les bougies et les lampes à piles. Puis maintenant il y a des générateurs privés qui sont sur les trottoirs et qui vendent des ampères, entre guillemets, ce qui fait que les gens s'abonnent à 1 ou 2 ampères des générateurs privés. Et ensuite la vie à Alep est très très chère, parce qu'il y a une pénurie, les prix ont été multipliés par 13 par rapport au début de la crise, et donc les gens se sont appauvris. Donc une vie difficile, une vie dangereuse, une vie chère, et donc ce qui fait que beaucoup de Syriens ont quitté la Syrie, beaucoup d'Alepins ont quitté Alep, et puis ils ont constitué cette masse de migrants qui a déferlé sur l'Europe. Mais ces gens-là qui quittent, c'est pas parce qu'ils quittent la Syrie à cause des bombardements de ce que vous, en Suisse ou en Europe, vous appelez l'armée de Bachar. Il n'y a pas d'armée de Bachar, pas plus qu'il n'y a d'armée de François ou l'armée de Obama. C'est l'armée syrienne. Et donc ces gens-là ne fuient pas l'armée syrienne, les bombardements de l'armée syrienne. Ils fuient les combats, ils fuient la misère, ils fuient la pauvreté. Ils pensent à l'avenir de leurs enfants, puisque la guerre dure maintenant depuis 5 ans et que leurs enfants ont été privés de leur enfance, et ils ne veulent pas que les enfants soient privés aussi de leur
adolescence et de leur vie d'adulte. Alors voilà en gros ce qui se passe à Alep. Vous dites rebelle. Qu'est-ce que cela recouvre exactement, rebelle? Rebelle, c'est révolutionnaire. Ben justement, ces terminologies n'est pas tout à fait exacte. Au début, on les appelait les révolutionnaires, parce qu'en principe, ils devaient faire une révolution et amener la démocratie, davantage de droits de l'homme et une lutte contre la corruption en Syrie. En fait, très très vite, au bout d'une ou deux semaines, on a su que tout ça c'était de la blague, que ce qui se passait c'était uniquement un renversement de régime pour nous amener soit à un régime islamiste, soit le chaos, comme c'est le cas en Irak ou en Libye. Et que cette affaire de droits de l'homme et de démocratie et de printemps arabe, c'était de la blague pour faire avaler à la communauté internationale et à certains Syriens des mensonges. Et justement, quand on pense que dès le début, dès le premier jour, et peut-être, et sûrement bien avant, les deux pays qui ont le plus soutenu les opposants, entre guillemets, c'était le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et quand on pense que ces deux pays n'ont aucune démocratie, aucun droit de l'homme, n'ont même pas de constitution, alors on se demande comment ils financent et comment ils appuient des groupes qui veulent changer la constitution et changer le régime syrien pour amener plus de démocratie. S'ils aiment tellement la démocratie qu'ils commencent par l'appliquer chez eux. Et donc, il ne faut plus appeler révolutionnaire, il ne faut plus appeler opposant que certaines personnes vraiment démocrates qui ont fui la Syrie il y a plusieurs années et qui vivent à l'étranger. Mais alors ça se compte sur les doigts d'une main. Et puis tout le reste maintenant, c'est des terroristes. Et quand on parle de l'armée syrienne libre, d'abord, même quand elle existait, on se demandait si elle était vraiment libre parce qu'elle était sous l'influence des Saoudiens, mais dans tous les cas, elle n'existe plus, presque plus. 95% des groupes armés qui sont sur le terrain sont des groupes terroristes, même s'ils ne s'appellent pas Daesh ou Al-Nusra. Et il reste à peine 5% de personnes armées, opposants, rebelles, qui ne soient pas parmi les groupes terroristes. Donc, vous êtes dans la partie ouest, contrôlée par le gouvernement. Ceux qui vous attaquent, ce sont des groupes armés. Quel est leur nom? Alep, c'est Al-Nusra. Al-Nusra, c'est un autre groupe terroriste. Les gens en Europe parlent de Daesh, de l'État islamique, parce qu'ils font la publicité. Ils mettent leur barbarie et leur sauvagerie sur les réseaux sociaux, et donc les gens voient comment ils égorgent, comment ils décapitent, comment ils violent, comment ils lapident. Mais Al-Nusra, c'est exactement comme Daesh sans la publicité. C'est un groupe qui est affilié à l'Al-Qaïda, qui fait les mêmes exactions, les mêmes sauvageries, mais alors il ne les met pas sur les réseaux sociaux. Et à part Daesh et Al-Nusra, il y a trois autres groupes qui sont des émanations de Al-Nusra, qui sont aussi affiliés à Al-Qaïda, mais sous un autre nom, pour ne pas être mis sur la liste des groupes terroristes que la Russie et l'Amérique ont décidé. Et donc, il y a trois groupes qui s'appellent Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Jaish al-Fatah, qui sont des émanations de Al-Nusra. Donc finalement, il y a 5 gros groupes terroristes en Syrie, où il y a à peu près 50 000 étrangers venant de 80 pays différents et qui viennent faire le djihad et le terrorisme chez nous. Donc, quelles sont les forces que les Syriens redoutent le plus en Syrie? Il y a Bachar el-Assad, les forces de Bachar el-Assad, il y a l'État islamique depuis 2014, et il y a ces groupes armés que vous venez de détailler. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? D'abord, on ne peut pas dire les forces ou les troupes de Bachar el-Assad. Les troupes et les forces de Bachar el-Assad, c'est l'armée syrienne. Et l'armée syrienne est constituée de jeunes qui font leur service militaire. Donc, elle est constituée des jeunes de nos familles, des familles des Syriens. Et donc, personne n'a peur de l'armée syrienne. L'armée syrienne ne fait que se défendre des attaques des terroristes et d'essayer de gagner du terrain sur ce que les terroristes ont pris. Et donc, les gens n'ont pas peur du tout, absolument pas de l'armée syrienne. Ils ont peur de ces groupes terroristes qui sont venus en Syrie pour faire le djihad et pour instaurer un État islamiste. Et d'ailleurs, nous sommes en Syrie très révoltés
quand nous étions révoltés, quand nous avions lu il y a quelques mois, quand l'armée syrienne avait décidé de faire une offensive sur Alep, que dans les médias on parlait de l'armée de Bachar, entre guillemets, qui resserre l'étau sur Alep. Et nous, au contraire, tous les Alepins étaient ravis de cette offensive parce qu'elle allait nous libérer, elle allait desserrer l'étau parce qu'elle attaquait les rebelles qui encerclaient Alep depuis 3 à 4 ans. Nous sommes encerclés. Hein? Très rarement qu'on peut sortir ou rentrer parce que la seule route qui nous relie à l'extérieur est souvent coupée par les groupes armés. Et puis tout autour d'Alep, à part les quartiers est, tout autour d'Alep, c'était les terroristes. Donc quand l'armée syrienne, dont on n'a pas peur, avait lancé son offensive, au contraire, les gens étaient contents. Donc, le titre des journaux aurait dû être « L'armée syrienne dessert l'étau qu'ont imposé les terroristes sur Alep ». Alors que ce qu'on lisait, c'était que l'armée syrienne resserre son étau, ce qui n'est pas vrai du tout. Les requérants d'asile qui disent fuir les persécutions du gouvernement Assad, c'est faux? Oui, bien sûr, c'est faux, c'est pas vrai du tout. Ils fuient quoi? Il fuit la misère, il fuit la pauvreté, il fuit les combats, il cherche un avenir qu'il ne trouve plus en Syrie, il cherche une sécurité, bon, mais il ne fuit pas les exactions de Bachar al-Assad, il ne fuit pas les persécutions de l'armée syrienne, il ne fuit pas les milices pro-gouvernementales. Il fuit soit les combats, soit la misère, soit la pauvreté, soit les groupes terroristes. Dans tous les cas, à Alep même, en juillet 2012, quand les rebelles ont envahi les quartiers est d'Alep, il y a en 24 heures 1,5 million de personnes qui ont quitté leur maison à Alep-Est pour venir se réfugier dans la zone gouvernementale Alep-Ouest. Donc si l'armée syrienne leur faisait peur, jamais ils ne seraient venus se réfugier dans la zone où au contraire l'armée syrienne les défend contre les exactions des terroristes. Et puis alors, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient plus subir les bombardements quotidiens des terroristes sur Alep-Ouest, qui sont partis dans d'autres villes syriennes qui sont sous le contrôle de l'État syrien, comme les villes du littoral, Tartous et Latakia, ou certaines villes du centre de la Syrie, ou même à Damas. Monsieur Antaki, mais vous vous rendez compte que tout ce que vous dites va à l'envers de tout ce que l'on entend depuis 5 ans. Oui, mais parce que les médias n'ont pas rapporté exactement la vérité et n'ont pas été du tout objectifs. Je parle de la majorité des médias. Heureusement qu'il y a des journalistes indépendants, des journalistes d'investigation comme Silvia Cattori ou d'autres qui ont fait un bon travail et qui continuent à le faire pour faire éclater la vérité et informer les Européens de ce qui se passe réellement, parce que la désinformation a pris le dessus sur la vérité en Europe, malheureusement. Parlons de ces 300 000 personnes qui vivent dans la partie d'Alep, et ce sera ma dernière question. Qui sont ces 300 000 personnes? Est-ce que ce sont des civils qui sont totalement innocents ou ce sont essentiellement des partisans des groupes armés? Est-ce qu'ils sont piégés, ils ne peuvent pas quitter ces partis? S'ils le veulent, est-ce qu'ils peuvent sortir de ces zones de combat à l'Est? D'abord, ces 300 000 personnes à Alep qui vivent à Alep-Est sont des Alepins comme nous, c'est des Syriens comme nous. Et nous, en tant que Syriens et Alepins qui vivons du côté ouest, nous connaissons leur souffrance beaucoup plus que ces ONG qui viennent parler en leur nom. Ces ONG ne sont pas les porte-parole de ces Syriens-là. Nous pouvons l'être parce qu'on sait ce qu'ils subissent. Alors ces gens-là, dans leur majorité, ne peuvent pas quitter ou ne veulent pas quitter pour ne pas perdre leurs biens. Moi, il m'arrive d'avoir des malades qui viennent de Alep-Est après beaucoup de difficultés, après un long chemin de 8 heures, alors qu'en principe c'est un trajet de 15 minutes, de 8 heures pour arriver chez moi. Et quand je leur pose la question comment ça va, ils éclatent en pleurs et puis ils disent la vie est très difficile pour nous comme pour vous, il n'y a pas d'eau, d'électricité, etc. Nous avons aussi des bombardements, mais aussi nous subissons les exactions de ces groupes terroristes.
Et quand je dis, mais pourquoi vous ne quittez pas? Ils disent, ben, on n'a pas les moyens de quitter. Là, pour venir vous voir, docteur, ça a été très, très difficile. Puis on a peur que ce petit appartement pour lequel on a travaillé toute notre vie pour l'acheter, ben, qu'ils le volent, qu'ils le prennent. Et donc, on ne veut pas. Donc la majorité des gens, c'est des pauvres gens qui ne peuvent pas quitter ou qui ne veulent pas quitter parce que c'est là où ils ont grandi, c'est là où ils vivent. Il y a très très peu de gens qui sont restés par conviction parce qu'ils sont avec les groupes armés qui veulent renverser l'État syrien, etc. Ça, c'est une infime minorité, mais la majorité, c'est des pauvres gens qui subissent leur sort. D'accord. Donc, cette bataille d'Alep qui a commencé en 2002 n'est toujours... En 2012, pardon. Elle n'est toujours pas terminée. Où va-t-on? Ben, je n'en sais rien, je n'en sais rien. On va, la guerre dure depuis 5 ans maintenant et on ne sait pas comment elle va se terminer. Moi, je pense que le premier pas pour arrêter la guerre, c'est d'inscrire les 3 autres organisations terroristes, mais qui ne sont pas considérées comme telles, les mettre sur la liste de Daesh et d'Al-Nusra, d'un commun accord entre les Occidentaux et les Russes. Et le jour où on mettra ces 3 organisations, comme les 2 autres, sur la liste des terroristes, et donc, c'est-à-dire que les avions de la coalition et la Russie peuvent les bombarder et les neutraliser, à ce moment-là, il peut y avoir des négociations en ce qui reste comme groupe armé non terroriste et le gouvernement pour arriver à une transition. Ça, c'est la première condition. Et puis la deuxième condition, il faut que cette opposition qui négocie à Genève ou ailleurs considère que quand on négocie, il faut être 2, et donc on ne peut pas négocier avec un régime en disant ben, tu vas foutre le camp. Alors si on veut une transition politique démocrate, il faut accepter que le régime en place et que ses opposants démocrates non terroristes gouvernent le pays pendant une période de transition, puis qu'il y ait des élections libres, et que Bachar puisse se présenter, et que ses opposants puissent se présenter, et que le peuple syrien décide. Ce ne sera pas aux Occidentaux de décider qui va gouverner la Syrie, qui va la représenter, ça va être au peuple syrien. Comment voyez-vous la Russie qui est entrée en Syrie et maintenant se trouve en train de se battre contre les groupes rebelles? Moi, je pense que les États ne sont pas des organismes caritatifs. Donc, il n'y a personne qui veut aider la Syrie ou l'opposition ou les terroristes juste pour les beaux yeux des Syriens. Chacun a des intérêts. La Russie a probablement des intérêts géopolitiques dans la région, mais c'est l'allié de la Syrie et c'est un allié fiable et sûr. Et quand la Russie est intervenue, les Syriens étaient très contents. Ils étaient très heureux de voir la Russie intervenir et ça a renforcé la position de l'État syrien. Maintenant, vous me dites, la guerre se terminera quand les Occidentaux ou quand les grandes puissances décideront. Oui, c'est vrai. Et alors, le jour où ils verront ces grands pays que leurs intérêts pour lesquels ils sont rentrés en guerre, ils ont appuyé cette guerre-là, leurs intérêts ne sont plus importants, à ce moment-là, ils arrêteront la guerre. Et je ne pense pas que c'est mon opinion ou ma volonté ou la volonté des Syriens qui va faire quelque chose, parce que quand on est soumis à l'animosité de grandes puissances comme l'Amérique et les Européens, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays qui financent, qui laissent transiter les djihadistes, qui arment, etc., ben, il n'est pas facile, de par la volonté seulement du peuple syrien, d'arriver à la paix. Il faut que tout le monde se mette d'accord pour dire qu'on a commis des bêtises, que c'est au peuple syrien de décider de son avenir et d'arrêter cette guerre. Monsieur Nabil, vous êtes de passage en Suisse. Je vous remercie d'avoir bien accepté de nous accueillir. Maintenant, vous prenez la route demain pour aller retourner à Alep. Je vous souhaite bonne route. Merci, et encore Sylvia. merci.